Semaine du cœur. À cette occasion, le CHU Grenoble-Alpes nous a ouvert les portes d'un bloc de chirurgie pour découvrir comment opérer des valvulopathies sans ouvrir la poitrine grâce à des technologies innovantes. Le barreau de Grenoble vient de mettre en place un pôle d'information et d'assistance juridique autour du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, avec un certain succès, il faut bien le dire. Nous aurons les explications du bâtonnier Evelyne Tolègne à la fin de cette édition. Et puis le Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival veut viser haut pour sa 17e édition avec un lancement depuis une montgolfière et une quinzaine de concerts dans une dizaine de communes de l'agglomération jusqu'au 16 octobre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 28 septembre 2021. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nouvelle étape dans l'affaire dite de la fête des Tuiles. Éric Piolle est allé chercher sa convocation au commissariat ce matin. Le maire de Grenoble, mais aussi d'anciens agents territoriaux, l'ancien directeur général des services notamment, seront entendus le 1er mars prochain par le tribunal correctionnel de Valence. Il s'agit de déterminer si le choix du prestataire des 2 premières éditions de la Fête des Tuiles a été effectué en conformité avec les règles de la commande publique et notamment s'il n'y a pas eu de favoritisme. Un conflit, un litige entre la Chambre régionale des comptes et les services de la ville sur la procédure de marché public à suivre pour la Fête des Tuiles. Les services de la ville considérant que c'est un marché public à procédure adaptée parce que c'est un achat qui relève de prestations culturelles et la Chambre régionale des comptes considérant que ça n'est pas un achat culturel et que donc ça doit faire l'objet d'un marché public avec une mise en concurrence standard. J'assume de façon générale tout ce que fait mon administration et ce que font les élus de mon équipe, et donc je le fais évidemment en assumant ses responsabilités. Ça fait partie de la vie des organisations et je comprends qu'il y a un litige. Je soutiens pleinement la décision qui a été prise. C'est qui avait été fait déjà lors de notre réponse à la Chambre régionale des comptes et au rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc nous continuerons là-dessus. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux lors de mon audition en juin. Je ne crains rien pour mon image. En tant que chef d'une organisation, j'en assume les actes politiques et les actes administratifs. Donc je ne crains rien pour mon image. C'est normal, ça me semble sain que les élus soient des justiciables comme les autres. Ça aurait posé beaucoup plus de questions si j'avais été le candidat choisi lors de la primaire des écologistes. Là, de fait, ça change un peu la nature de toutes les questions que certains auraient pu se poser. La ville de Grenoble a prévu de se constituer partie civile dans cette affaire. La France rend hommage à Maxime Blasco, ce chasseur alpin du 7e bataillon de chasseurs alpins donc de Vars, tué le 24 septembre à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso alors qu'il intervenait dans le cadre de la force Barkhane. Il aurait été mortellement touché par un tireur isolé d'un groupe armé terroriste. Âgé de 34 ans, Maxime Blasco avait déjà été décoré plusieurs fois pour ses services. Les députés ont observé une minute de silence ce mardi à l'Assemblée nationale et demain après-midi, une cérémonie nationale aura lieu aux Invalides à Paris. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un autre hommage est prévu jeudi à la base militaire de Vars, aux côtés de ses frères d'armes du bataillon. Une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Par ailleurs, une cagnotte a été ouverte par un de ses camarades sur la plateforme Litchi pour aider son épouse et son fils âgé de 8 ans. Ce mardi, elle avait déjà récolté près de 90 000 €. Les établissements de santé de Grenoble, de tout cœur avec vous. Dans le cadre de la Semaine du cœur, le CHU Grenoble-Alpes et son équipe de cardiologie participent mercredi à une journée souffle au cœur et met l'accent sur le dépistage des valvulopathies, des dysfonctionnements qui peuvent être traités sans chirurgie lourde. Attention, quelques images peuvent choquer les personnes les plus sensibles. Lina Badreddine. Opérer des maladies cardiaques sans ouvrir la cage thoracique du patient, les chirurgiens le peuvent et c'est révolutionnaire. Avec la simple ponction d'une artère, la valve mitrale qui a un rôle fondamental dans le fonctionnement du cœur peut être opérée lorsqu'elle a un problème d'étanchéité et ainsi éviter aux patients fragiles une chirurgie invasive. On fait juste une ponction veineuse au niveau du pli de l'aine et puis on remonte des cathéters jusque dans le cœur. On va arriver au niveau du cœur droit. La valve mitrale se trouve au niveau du cœur gauche. Donc il va falloir qu'on traverse une paroi avec une petite aiguille, ce qu'on appelle une ponction en fait, à travers cette paroi pour arriver au niveau de la valve mitrale. Et l'idée donc c'est de rapprocher les 2 feuillets où il y a un défaut d'étanchéité en mettant ce qu'on appelle une petite pince à linge. En fait, ça s'appelle un clip mitral.
Ça permet de resserrer l'endroit où il y a une fuite. Donc, on ne corrige pas complètement l'anomalie valvulaire puisqu'on garde la valve en place, à la différence de la chirurgie. Mais ainsi, la fuite est nettement diminuée et les symptômes des patients, qui sont essentiellement de l'essoufflement, sont améliorés. Ce type de procédure est aussi utilisé pour traiter les patients victimes d'un rétrécissement aortique en leur implantant une prothèse. Très jolie. Elle est parfaitement placée. Initialement, cette procédure d'implantation de valve était réservée aux patients vraiment inopérables et un petit peu en situation de sauvetage. Mais de plus en plus, on a du recul et ces valves ont été implantées chez des patients à plus bas risque. Et on a un recul maintenant de plus de presque 10 ans chez des patients implantés. Et les résultats sont aussi performants qu'une chirurgie conventionnelle avec ce type de prothèse. Cette procédure beaucoup plus légère ne nécessite que 2 points de suture à la fin de l'intervention et le patient n'aura pas besoin de faire de rééducation. Une exposition sur les valvulopathies et le dépistage de ces pathologies sera installée du 29 septembre au 10 octobre dans le hall Vercors. Par ailleurs, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble organise de son côté une soirée d'information sur l'amylose cardiaque mercredi à l'Institut des Eaux Claires. C'est aussi le thème du nouveau check-up à retrouver jeudi à 21h15 et en replay sur télégrenoble.net. Retour à la normale ou presque avec la reprise des événements culturels et associatifs. Les centres de vaccination d'Alpexpo et de la salle des fêtes de Voiron vont déménager. À compter de jeudi, les piqûres se feront au pavillon Élysée-Châtain sur le site nord du CHU de Grenoble. Et à compter du 2 octobre, au sein du nouvel hôpital de Voiron, au 2e étage, des centres moins grands. Une donnée qui s'explique par un taux de vaccination de la population générale de près de 84%. Et la prise de rendez-vous se fait toujours sur le site keldoc.com ou en appelant le 04 76 76 86 18. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, beaucoup s'interrogent sur leur application. Pour qui, pourquoi, comment? Depuis quelques jours, le barreau des avocats de Grenoble a mis en place un pôle d'information et d'assistance juridique que l'on contacte en passant sur le site de l'Ordre des avocats de Grenoble. Et Evelyne Tolègne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, bâtonnier au barreau de Grenoble. À qui s'adresse ce pôle? À tous. On s'est rendu compte, en fait, depuis le Covid, que beaucoup de personnes se posaient des questions, soit pour leur travail, soit pour leur famille, soit pour d'autres circonstances, l'entrée dans certaines salles ou la participation à certaines activités. Et vu la multitude de questions qui se posaient sur cette obligation vaccinale, on a décidé de créer ce pôle d'information qui est sur notre site depuis une semaine. Et depuis une semaine, on a eu à peu près 2000 visites. Et une centaine de questions qui ont été posées parce que vous pouvez directement accéder sur le site à un formulaire de contact où vous posez vos questions. Les questions selon le thème qui est abordé ou qui est demandé est renvoyé vers des avocats qui ont la compétence dans le domaine. Et voilà, jusqu'à présent, en une semaine, une centaine de personnes ont été informées de leurs droits et des conséquences après de leur choix, sans jamais qu'il n'y ait aucune question ou aucune réponse qui ne porte sur le fait de se vacciner ou ne pas se vacciner. C'est vraiment des réponses juridiques et uniquement juridiques. Donc vous basez sur ce qui a été annoncé par le gouvernement. Et il faut un petit peu aller chercher l'information. C'est vrai que c'est pas forcément évident puisqu'on a des annonces. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu plus difficile. Alors il n'y a pas besoin d'aller à la maison de l'avocat pour le faire. Et vous l'avez dit, ça peut être sur votre site. Voilà, c'est ça. Sur le site, il suffit de se connecter. Et effectivement, nous avons, après les formulaires de contact, on répond relativement assez vite. Nous avons plusieurs avocats qui ont répondu favorablement pour... Donc c'est dans tous les domaines, il faut du droit de la famille, du droit... Éventuellement, oui, pour les droits de garde ou quand il y a deux parents qui se disputent le fait de l'obligation vaccinale pour leurs enfants, par exemple. Donc c'est vraiment dans tout domaine, c'est transversal. Effectivement, les questions, on s'est rendu compte que ça posait beaucoup d'interrogations.
Est-ce que ça vous a surpris le nombre de connexions sur votre site? Vous avez dit plus de 2000 en une semaine. Oui, ça nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à autant. On savait que beaucoup de questions se posaient. Beaucoup de confrères m'avaient également interpellé sur les questions que leurs clients leur posaient. Et ils n'étaient pas toujours dans la capacité de fournir la réponse parce que parfois ça touchait des domaines qu'ils ne connaissaient pas. Et donc du coup, effectivement, je ne m'attendais pas à une telle ampleur. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'il y avait un réel besoin et que nous répondons petit à petit à ce besoin. Est-ce qu'il y a des questions qui portent sur le fait de peut-être de lancer des procédures ou des choses comme ça, ou pas forcément? Non, pas forcément. Plutôt des interrogations de personnes sur les conséquences, sur ce qu'ils peuvent demander, sur peut-être leurs interrogations au sein de la famille, avec leur employeur. C'est vraiment assez varié. C'est vraiment assez varié. Il n'y a pas une question qui revient le plus? Non, pas forcément. C'est toujours un peu souvent des questions à l'égard des employeurs. Ouais. C'est vrai qu'en matière en droit du travail, les personnes se posent beaucoup de questions. Donc, c'est des questions à peu près récurrentes que je n'ai pas forcément, parce que je n'ai pas accès aux questions. Ça reste quand même confidentiel. Les personnes remplissent le formulaire, c'est confidentiel, c'est envoyé à l'avocat compétent. Et la réponse est tout à fait confidentielle également. Donc, ce que je sais, c'est qu'effectivement, en droit du travail, il y a beaucoup de questions et ça me paraît tout à fait logique d'ailleurs. C'est gratuit ? C'est complètement gratuit, effectivement, et on va le garder, on va le laisser en place tant que le pass sanitaire sera en place. Comme c'est un petit peu ce qu'on avait fait déjà en mars-avril 2020, où on avait mis en place pendant le confinement une plateforme également, pareil, qui s'appelait SOS Covid, puisqu'on ne pouvait plus faire les consultations gratuites, comme l'Ordre organise beaucoup de consultations gratuites, que ce soit au sein du palais ou dans les centres sociaux, et on ne pouvait plus les organiser, donc on a trouvé cette idée de se dire que les personnes avaient quand même encore besoin de droits, et on avait mis en place cette plateforme qui avait également beaucoup eu de succès. Donc on s'est dit qu'on allait la remettre en place aussi jusqu'à la fin prochaine, j'espère, de notre crise sanitaire. Ouais. Sur un autre sujet, comment allez-vous, vous les avocats? On sait que vous manifestez régulièrement. Restons modestes. Voilà, au moins une fois par an. Est-ce que le nouveau, enfin maintenant il n'est plus très nouveau, mais le ministre garde des Sceaux, l'avocat Éric Dupond-Moretti, satisfait à vos attentes? Alors, il satisfait, mais pas complètement, parce qu'il n'est pas là pour nous satisfaire. Il est là pour avoir sa position de ministre, bien évidemment. Il a l'avantage de connaître notre profession, comme il y a eu d'autres avocats qui étaient ministres, mais qui connaissaient moins, qui avaient moins pratiqué notre profession. Donc, il connaît bien notre profession, donc il sait également nos difficultés, nos attentes. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour discuter. Mais après, il a sa posture, bien évidemment, de ministre, qui n'est pas toujours en accord avec notre profession, parce qu'il n'y a pas que notre profession dans la justice, il y a d'autres professions, il y a aussi bien évidemment les magistrats avec lesquels nous travaillons qui ont aussi leurs contraintes et il doit aussi tenir compte de ces contraintes-là. Le barreau participe parfois au Festival international du cirque de Grenoble. Il aura lieu cette année du 18 au 21 novembre. On propose des numéros lors d'une soirée de gala. Est-ce que c'est prévu cette année? Alors, pas avec notre profession, parce que malheureusement, les contraintes actuelles ont fait qu'on n'a pas pu participer à ce festival, qui a été un moment très fort dans notre profession, parce que c'était un pari qu'on avait un peu lancé sans penser que ça allait attirer peut-être mes confrères, mes consoeurs. Et on a été un certain nombre à se mobiliser. C'est beaucoup de travail. Depuis, je vois le monde du cirque un peu différemment quand même, parce que ne serait-ce que monter sur un trapèze, ce n'est pas simple du tout. Donc, alors après, faire des figures avec, ça nécessitait beaucoup de travail. Et je crois que le résultat a été à la hauteur. Enfin, j'espère que le public a pensé que le résultat était à la hauteur. Alors, on croise les doigts pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Evelyne Tolègne. Je vous en prie. On poursuit ce journal avec quelques notes bleues au-dessus de nos têtes. Le coup d'envoi du 17e Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival a été donné lundi dans le parc Paul Mistral de Grenoble. Après une édition annulée, il fallait bien prendre un peu de hauteur. C'est ce qu'ont fait 4 musiciens et leurs instruments installés dans une montgolfière qui s'est élevée quelques minutes au-dessus du parc et tout près de la Tour Perret, à qui ils ont presque réussi à faire de l'ombre. On se prépare pas à jouer dans une montgolfière. En tout cas, on se prépare pas à ça au conservatoire.
Et moi, j'ai plutôt le pied terrien, tu vois. Donc voilà, ça va être une expérience inédite et assez déstabilisante. On a 14 concerts dans 10 salles, 10 villes différentes de l'agglomération grenobloise. Ça commence demain, 28 septembre, à l'Hexagone de Mélan et ça se termine le 16 octobre à la source de Fontaine. Et on pensait que c'était assez sympa d'avoir une montgolfière qui se voit un peu de partout. Voilà. Et comme vous l'avez entendu, le Jazz Festival se poursuit jusqu'au 16 octobre. Et pour connaître toutes les dates des concerts, il existe bien sûr un site internet jazzclubdegrenoble.fr. C'est la fin de cette édition. L'actu, c'est aussi à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.